général de protection des données, donc qui est l'échéance de 15 mois pour réussir sa mise en conformité. Alors aujourd'hui à mes côtés, Fabienne Granowski. Bonjour. Bonjour Fabienne. Fabienne est SIL, correspondant informatique et liberté, et experte sur ces aspects, d'où sa présence à mes côtés. Alors, vous allez au cours de ce webinaire de 30 minutes avoir un exposé et retrouver juste à l'issue du webinaire la possibilité de télécharger le document au format PDF. Néanmoins, je vous invite à prendre des notes parce qu'on mémorise mieux et on comprend mieux surtout. Et puis, je vous invite à conserver vos questions pour la fin de la session, parce qu'on pourra y répondre à la fin de la session. Ce sera plus pratique de procéder de la sorte. Alors, le règlement européen, le règlement général de protection des données, c'est un règlement bien sûr européen. Donc le contexte, c'est celui de ce règlement général qui a tout un historique et notamment nous avons 99 articles dans ce règlement, Fabienne. Alors, ce règlement général de protection des données, c'est 99 articles. C'est aussi 173 considérants qui permettent de comprendre les articles. C'est 4 années de travail au niveau de la Commission européenne. Et pour vous donner une autre idée aussi de chiffres, c'est 3999 amendements. Ça fait beaucoup et ça concerne les 27 pays de l'Union européenne. Ce qui particularise un règlement, c'est qu'en fait, un règlement, on ne le transpose pas dans une loi locale. Il est applicable dans les 27 pays exactement de la même façon. Et on voit illustré sur le schéma ici les nuages qui sont les relations entre les différents articles. Alors, il n'est pas très lisible comme ça, mais c'est pour montrer qu'il y a vraiment un lien entre chaque article. Dans ce nuage, je vous conseille de le visiter sur le site de la CNIL parce qu'il vous permet, quand vous entrez dans le règlement, d'entrer par un mot-clé sur un article qui va se relayer à d'autres articles et vous permettre ainsi de mieux les comprendre. Sachez que même s'il est très dense, il a été écrit initialement en anglais, puis traduit en français, il est extrêmement lisible. Je vous rassure, ce sont des textes que l'on comprend parfaitement. C'est du français tout à fait normal. On donnera d'ailleurs le lien à la fin du diaporama. Vous avez le lien qui vous permet d'obtenir ce texte sur ce règlement, sur ce RGPD. Donc c'est un sigle à mémoriser, RGPD. Alors, quels sont les objectifs? Ils sont au nombre de 3 et le premier, bien sûr, concerne le citoyen et le renforcement de ses droits, Fabienne. Alors en fait, on a l'habitude aujourd'hui, depuis longtemps maintenant, de dire que l'on vend des fichiers de données, que j'ai des fichiers de personnes, que je peux faire ci et ça avec. L'objectif du règlement européen, c'est de faire en sorte que la personne concernée, celle à qui appartiennent les données, retrouve la pleine propriété de ces données et la pleine traçabilité de ces données. Il n'est plus possible maintenant de vendre des données à caractère personnel. Déjà, précédemment, on les mettait à disposition, on n'était pas censé les vendre, mais beaucoup les vendaient, et ça, c'est fini, c'est terminé, on ne le fera plus. Alors, l'un des deux autres objectifs, c'est celui de simplifier le règlement. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'apercevait que dans les 27 pays européens, donc fondateurs de ce règlement, chacun avait ses petites règles à soi, chacun s'arrangeait, et finalement, il était préférable d'être dans un pays plutôt qu'un autre pour faire telle ou telle chose. Demain, c'est fini, les règles seront partout les mêmes. Alors, c'est censé également faciliter la libre circulation donc, des données au sein de l'Union européenne, et en particulier pour les entreprises qui ont un caractère international. Oui, tout à fait, ça c'est tout à fait logique, puisque les règles sont les mêmes partout, et bien on circule tout à fait librement, et là on espère donner beaucoup d'énergie à l'Union européenne, en particulier si on repense à des problématiques telles que le cloud computing. Alors, un petit historique, il a été voté le 27 avril 2016 et il est applicable dès mai 2016 pour tout nouveau traitement. Donc, c'est déjà en vigueur pour les nouveaux traitements. Alors, on va voir comment on va préciser un petit peu les choses au cours de cette présentation. C'est applicable ensuite le 25 mai 2018, donc c'est les 15 mois qui nous séparent de cette échéance pour tous les traitements. Pour tous les traitements de toute entreprise située à l'intérieur de l'Union européenne, absolument.
Et ça va remplacer la loi informatique et liberté pour ce qui concerne la France. Oui, on a l'habitude de dire que existe la directive de 1995, fondatrice des dernières évolutions de la loi informatique et liberté. Alors, on va venir sur la notion de données personnelles parce qu'on ne l'avait pas précisé dans le RGPD parce que c'est protection des données, mais en particulier des données personnelles. Et qu'est-ce qu'une donnée personnelle, Fabienne ? Alors, dans ce RGPD, ce qu'on remarque, c'est que la donnée personnelle, finalement, elle est partout. Elle est tellement partout, d'ailleurs, qu'à l'intérieur du RGPD, on ne va plus parler de données personnelles, mais tout simplement de données. On s'aperçoit que cette donnée est partout. Alors, la donnée personnelle, à l'origine, c'était toute donnée qui permettait d'identifier indirectement ou directement une personne. Jusque-là, tout le monde était d'accord. Mais on s'aperçoit qu'on va beaucoup, beaucoup plus loin dans la définition de la donnée à caractère personnel à travers le règlement, puisqu'on va notamment appeler données à caractère personnel, par exemple, la référence à un identifiant, là tout va bien, un nom, un numéro d'identification, tout va bien aussi, mais des données de localisation, c'est un phénomène tout à fait nouveau. Un identifiant en ligne, ça aussi c'est un phénomène nouveau. On peut penser que le cookie est donc une donnée à caractère personnel, l'adresse IP aussi. Et puis des éléments spécifiques propres à une personne physique, tels que des caractéristiques physiologiques, génétiques, psychiques également, alors même si ça peut paraître très subjectif, économiques, culturelles ou sociales. Tout est donnée personnelle, donc toute donnée personnelle est une donnée et on doit la traiter comme telle. Voilà, donc par défaut, une donnée devient pratiquement une donnée personnelle. Absolument, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. La solution, Fabienne, après, si on veut conserver les données pour à d'autres caractères que de traitement direct avec la personne, c'est l'anonymisation. Oui, parce que finalement, ces données personnelles, puisqu'il faut en prendre un soin tout à fait particulier, il faut les collecter pour une durée précise. Si on veut les conserver au-delà des durées autorisées et pour les usages autorisés, on anonymise. Qu'est-ce que l'anonymisation ? L'anonymisation, c'est une façon de crypter les données, mais de faire en sorte qu'on ne puisse plus revenir en arrière. On perd complètement le sens initial de la donnée et on anonymise pour quoi faire ? Eh bien pour des questions d'historisation, pour des questions de statistiques potentielles, pour des recherches scientifiques. On veut travailler sur des données à caractère personnel. Ça n'est pas possible parce qu'on dépasse les durées, on dépasse les objectifs. Alors on anonymise et tout va bien. Alors, 4 piliers pour ce nouveau règlement du RGPD. Alors, on va les citer, puis on va les redéfinir un petit peu plus tard, parce qu'ils vont conditionner finalement nos études. Donc, la première, c'est l'analyse d'impact sur nos processus. Analyse d'impact, justement, par rapport à des processus qui traitent de données personnelles. Alors, le PIA, en anglais, c'est, Fabienne ? Privacy Impact Assessment. Oui, alors je te laisse peut-être développer un petit peu le... Oui, on va revenir de toute façon sur ces éléments. Le Privacy by Design, c'est le fait de minimiser la collecte de données faite dès la conception des process de collecte et dès les traitements, parce qu'on doit faire avec le minimum de choses. On va dessiner nos bases de données pour qu'elles contiennent le moins possible de données à caractère personnel ou de données personnelles. On va les minimiser. Et si tout à coup on s'aperçoit que non, ça quand même, on va peut-être l'exploiter, alors on va la rentrer dans la base, cette donnée, et puis très vite on va la sortir pour respecter justement ce côté privacy by design. Le troisième, c'est l'accountability. On va y revenir aussi. Ça, c'est la notion de responsabilité qui s'étend, en fait. La responsabilité s'étend, et on va le voir notamment avec les sous-traitants. Et puis, c'est des nouvelles règles sur la violation des données qui imposent des nouvelles contraintes aux entreprises, des contraintes de communication, donc qui vont impacter finalement pas mal de choses au sein de l'entreprise. Alors, quelles sont les entreprises justement concernées par le RGPD, ce nouveau règlement ? Eh bien, je vais dire tous les annonceurs, donc anciennement appelés responsables de traitement, qui collectent des données et qui les traitent. Alors, petite précision, on a dit aujourd'hui ce sont des entreprises de plus de 250 personnes. Alors, les entreprises concernées, si on veut entrer dans le détail, on va le faire donc de façon extrêmement précise. Ce sont tous les organismes publics qui sont concernés par ce RGPD et qui doivent obéir absolument à chaque pas. Toutes les entreprises de plus de 250 salariés,
toutes les entreprises qui traitent des données à caractère sensible. Alors une donnée sensible, ça peut être une donnée qui a affaire à la santé, qui a affaire aux mœurs, à la politique, enfin bref, aussi par exemple une condamnation, c'est une donnée sensible. Et puis toutes les entreprises qui traitent de gros volumes de données. Alors qu'est-ce que ça veut dire des gros volumes de données ? Cette notion de volume n'est pas définie, mais on peut tout à fait comprendre que toutes les entreprises qui travaillent sur des problématiques simplement de big data ou d'analyse de situations, de profilage de population, eh bien, elles sont évidemment concernées par le règlement. Donc on a les annonceurs, voilà. Les sous-traitants. Alors aussi. Ensuite, donc ça c'est pour les annonceurs, ensuite on a tous les sous-traitants et prestataires qui travaillent autour du responsable de traitement traditionnel, c'est-à-dire autour de l'annonceur, qui est concerné par le règlement. On n'est plus juste sous-traitant de quelqu'un, on doit aussi agir tel qu'un responsable de traitement, c'est-à-dire tout raconter, tout déclarer. Et ensuite, on a toutes les institutions, organes ou organismes traitant de données de résidents européens, puisque dès lors que l'on traite des données de résidents européens, on doit obéir à ce règlement. Donc là, ce sont les institutions à caractère public qui traitent bien sûr de l'information. Alors, comment arriver à faire cette mise en conformité en moins de 15 mois, parce qu'il nous reste 15 mois pour cette échéance de mai 2018. Donc, méthode et étapes, on y vient tout de suite, c'est le cœur du sujet. Première étape, c'est la formation et la sensibilisation du personnel au sein de l'entreprise. Fabienne. Alors, il est très important, avec un projet pareil, de bien travailler avec une ligne de conduite. Alors d'abord, pour avoir une bonne ligne de conduite, on va désigner un pilote. La CNIL recommande de désigner un délégué à la protection des données, un Data Privacy Officer. La traduction française n'est pas encore en cours. Ce pilote, ça va être le pilote de la conformité. Il va faire de la formation, il va faire de la sensibilisation, et puis il va aussi donner des feuilles de route. Alors, il y a des points qu'on va aborder auprès de la sensibilisation, dans cette sensibilisation, parce que ce sont des points un petit peu nouveaux quand même, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Par exemple, le consentement au traitement, parce que ça, c'est une vraie différence avant le RGPD, en fait. Oui, en fait, on considérait avant le RGPD que dès lors qu'un traitement était nécessaire et utile au développement d'une entreprise, eh bien, il y avait consentement au traitement. Aujourd'hui, comme on veut que la personne récupère un petit peu de pouvoir sur sa donnée, elle aura le pouvoir de dire je m'oppose à tel traitement. Donc, je ne donne pas mon consentement à ce traitement. D'autre part, je peux aussi décider de donner mon consentement, mais pour une durée déterminée. Je peux aussi décider de retirer mon consentement à tout moment. Ça, c'est une notion tout à fait nouvelle. On donne donc un peu plus de force au pouvoir du consommateur par rapport à ces données. Alors, autre point, ce sont les règles et mesures de sécurité qui, aujourd'hui, du fait des usages, des habitudes, sont peut-être laissées, ne sont pas aussi strictes qu'elles devraient l'être. Dans le cadre de cette formation et de sensibilisation au règlement, on encourage bien évidemment ce qu'on appelle l'audit de sécurité qui va faire le tour des questions. Les mesures de sécurité doivent être étudiées tout à fait par le détail, d'autant plus qu'on va le voir par la suite, mais la notification d'une faille de sécurité a des conséquences très lourdes pour l'entreprise et elle devient une chose obligatoire dans le cadre de ce règlement. Par conséquent, on va en tenir compte. Ça veut dire que dans l'entreprise, on va n'échanger que des données cryptées avec des clés de cryptage envoyées par un moyen séparé, où on va échanger des données sur des chemins qui sont très sécurisés. Et il y a un deuxième point en termes de sécurité qui est la politique des mots de passe. La politique des mots de passe. Alors là, ça on ne fait que de le répéter. Le mot de passe est une chose très très importante dans l'entreprise, mais on le trouve trop souvent sur un post-it. Il est trop souvent toujours le même. Il faut là-dessus être très rigoureux et suivre tout simplement les indications qui sont données sur le site de la CNIL, qui a sorti au mois de décembre dernier une délibération sur le mot de passe qui est très très claire. Donc là aussi, on va y revenir vous aurez le lien pour cette politique de sécurité mot de passe de la CNIL. Je reviens juste sur l'échange de données cryptées parce que c'est vrai qu'on a très facilement tendance à envoyer par mail, notamment un fichier Excel sans l'avoir crypté préalablement. Et là, il faut bien préciser que c'est une faute très grave. De même qu'on a tendance à oublier sur un disque dur d'ordinateur un fichier simplement parce qu'on a travaillé dessus, un fichier de personne. Ça s'appelle une faute grave.
Donc dans l'entreprise, typiquement aussi, une des choses importantes en matière de sécurité, c'est d'avoir à éviter de travailler sur des disques durs en local et de tout centraliser sur un réseau qui sera beaucoup plus sécurisé. Ne plus mettre de données non plus sur une clé USB, enfin des choses de base comme ça. Voilà. Autre aspect, c'est la durée de conservation des données, parce que là, c'est une notion inconnue encore Oui, aujourd'hui. jusqu'à présent, on avait cette notion de durée de conservation, mais un petit peu par défaut. Si on souscrivait à une formalité CNIL qui s'appelait par exemple la N48S, que tout le monde connaît, puisque c'était la norme qui gérait les clients et les prospects, on savait qu'on avait une durée de conservation de 3 ans. 3 ans que l'on faisait gentiment glisser. Tout ça, c'est fini demain. D'abord, la durée de conservation, elle va être affichée, annoncée, transparente pour l'utilisateur, et elle sera aussi enregistrée quelque part. Donc, on pourra la suivre. Alors, nouveau droit, donc droit à l'oubli, ça c'est effectivement le consommateur a de nouveaux droits dont il faut tenir compte, et en particulier ce droit à l'oubli et à l'effacement des données. Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut être capable de construire des bases de données dans lesquelles on va pouvoir supprimer des pans entiers de personnes qui vont simplement demander à être éliminées de la base. Alors, cela suppose des développements ou des process un peu particuliers et il faudrait y réfléchir. Voilà. Alors, il y a d'autres droits, il y a le droit pour la portabilité des données, etc. Donc, il y a un certain nombre de ces nouveaux droits doivent être portés à la connaissance du personnel. Alors, il faut savoir qu'au départ, dans la loi informatique et liberté de base, on avait 4 droits fondamentaux. Ces droits fondamentaux sont clairement étendus à 6 nouveaux droits. Mais moi, en tout cas, j'ai tendance à dire que 6 nouveaux droits et plus, puisqu'on a le droit de connaître aussi la source de ces données, on a le droit de retirer un consentement, on a le droit de connaître la durée. Et tout ça, ce sont des nouveaux droits qu'il faudra donner aux consommateurs la possibilité d'exprimer. Je réponds à Florian là rapidement. On reviendra sur toutes vos questions à la fin de cette présentation. Donc, responsabilité et sanctions. Pourquoi? Parce qu'il y a une extension des responsabilités qui va concerner jusqu'au même aux salariés dans l'entreprise. Donc là, il y a des sanctions nouvelles aussi avec ce règlement. Absolument, puisque les responsabilités aujourd'hui dans les règlements sont définies. On touche le responsable de traitement, on va toucher le sous-traitant, on va toucher des co-responsables de traitement, on va toucher des prestataires, et on va toucher toute personne qui, de loin ou de près, peut traiter de la donnée, avec des sanctions qui sont très fortes pour les gens qui ne sont pas droits dans leur botte par rapport à tout ce qu'ils doivent faire. Alors ça, c'était la première étape. La deuxième étape, ça va être d'auditer les traitements. Alors, avant de rentrer dans le détail peut-être et de faire cet inventaire des traitements, quelle est la définition d'un traitement au sens CNIL ou juridique du terme? Alors, la définition d'un traitement, en fait, là-dessus, on est très content parce qu'autant on a vu que la donnée à caractère personnel, elle a pris de l'ampleur, elle s'est un peu étoffée, là, elle est vraiment en expansion. Le traitement, c'est quelque chose avec le responsable de traitement, c'est celui qui définit des finalités et des moyens. Le traitement, c'est celui qui précise une finalité. Un traitement, c'est une finalité. Il y a autant de traitements que de finalités. Et là où il faut être un tout petit peu malin, c'est que par exemple, un traitement qu'on va appeler CRM, en réalité, un CRM, c'est X traitements qui vont permettre d'aboutir à ce CRM. Et on nous demande de faire un inventaire des traitements, c'est la première étape, faire un audit des traitements, tout ce qui se passe dans la société, aussi bien en tant que responsable de traitement qu'en tant que sous-traitant, et descendre au niveau de la granularité, c'est-à-dire que dans un traitement, on peut avoir des micro-traitements. Typiquement, on peut donner un exemple d'analyse quand on traite de qualité de données. On va derrière faire plusieurs sous-traitements que sont par exemple la normalisation postale, la déduplication, de la validation d'email, de la validation de téléphone, donc autant de sous-traitements qui vont être donc du coup inventoriés. Et on insiste bien sur le mot traitement et non pas client, parce que les clients, évidemment, dans une entreprise font parfois les mêmes traitements, subissent les mêmes traitements ou demandent les mêmes traitements. Il s'agit vraiment de descendre au niveau de la fonction primaire d'un traitement et de la décrire. Alors ça, c'est ce qu'on faisait déjà dans un registre CNIL et on va compléter finalement ce registre CNIL aujourd'hui. Lorsqu'une société est équipée d'un correspondant informatique et liberté, la première mission du correspondant informatique et liberté, c'est de fabriquer ce registre CNIL. Demain, dans le cadre du RGPD, on va avoir un registre pour l'ensemble des traitements de l'entreprise qui va fort ressembler au registre CNIL.
Alors j'en ai profité pendant que tu nous faisais cette précision pour demander à nos auditeurs s'ils avaient un registre des traitements dans l'entreprise. Donc pour l'instant, une majorité n'en ont pas ou ne savent pas. Voilà. Donc en fait, vous voyez qu'on a un petit 11% de gens qui ont seulement dans 14%, voilà, ça monte, 14% donc qui n'ont pas de registre. Alors, on peut penser que ces 14% qui n'ont pas de registre n'ont pas de CIL. Est-ce qu'on pourrait interroger Pas qui ont un registre, pardon, je me suis trompé, c'est 16% qui ont un registre, les autres n'en ont pas. Est-ce qu'on peut interroger ces entreprises pour savoir qui ont des CIL, par exemple? Alors, je n'ai pas prévu le sondage, mais est-ce que par le chat, il y a des gens qui, pas de CIL et pas de... Donc, s'il n'y a pas de CIL, c'est normal qu'il n'y ait pas de registre. Est-ce qu'il y a des CIL et pas de registre? C'est ça, finalement, la vraie question. Exactement, oui. Pas de CIL, pas de CIL. Stagiaire DPO, ça c'est bien. Oui, on a un DPO, très bien. Non, CIL, oui, pas de CIL. CIL et registre en cours, très bien. Excellent. Voilà. Donc, globalement, le registre aujourd'hui pouvait être un petit peu oublié par le passé, mais maintenant, il va falloir en avoir un, ça c'est clair. Absolument, puisque la grande nouveauté du règlement, c'est fini les formalités préalables à la CNIL, fini ce numéro CNIL qu'on affiche en disant, voilà, j'ai déclaré mon fichier à la CNIL, c'est j'ai un registre et je le tiens à la disposition de la CNIL, qui ne s'appellera plus CNIL, mais autorité de contrôle, si j'ai une visite. Donc, ce registre sera tout à fait à jour. On arrive à l'étude d'impact et des conséquences organisationnelles et informatiques qu'il va y avoir et donc des risques associés au traitement. Donc ça, dans cette audit de traitement, cette étude d'impact, on fait la photo à un moment donné, donc où je trouve mes conséquences par rapport à ce qui existe en fait. Donc l'audit, il est là. Tout à fait. L'étude d'impact, c'est vraiment la mesure de toutes les conséquences de ce qui peut se passer, toutes les évaluations, toutes les appréciations de risques et les mesures envisagées pour y faire face, parce que c'est très bien de faire l'inventaire des risques, mais il faut aussi voir comment est-ce qu'on peut les gérer. Et tout à l'heure, on parlait de la minimisation des données recueillies. Donc ça, c'est vraiment, dès la conception d'un traitement, à quoi va me servir la donnée? Parce que finalement, si elle ne me sert à rien, et qu'elle est personnelle, et comme toute donnée par défaut devient personnelle, absolument, on ne la conserve pas absolument, et on ne la met pas dans le traitement. Absolument. Donc, ça, c'est vraiment important de le concevoir et d'avoir cette vision, parce qu'en plus, on va consigner dans les registres ce type de choses. Donc, qui dit consignation dit finalité. S'il n'y a pas de finalité, on ne peut pas consigner finalement quelque part. Exactement, et on s'aperçoit qu'on peut avoir un système extrêmement confortable parce qu'on aura une cohérence totale. À partir du moment où on a fait tout ça, on sait où on va, on sait comment on y va et on est tout à fait rassuré. Lorsqu'on veut développer un nouveau traitement, on peut vérifier par exemple dans le registre qu'il existe ou pas, ou décider simplement de modifier un traitement existant, auquel cas on va mettre à jour le registre pour faire cette modification. Alors voilà la phase 2 achevée, donc on passe à une phase de responsabilité, puisqu'on en a parlé un petit peu à demi-mot tout à l'heure, mais cette notion elle a été considérablement étendue, puisque tout le monde finalement se retrouve co-responsable dans la chaîne de traitement. Alors cette co-responsabilité, effectivement, elle est extrêmement importante, puisque finalement on s'aperçoit que toute personne qui traite des données va être responsable de ses actes. C'est un côté un peu rassurant, il faut bien le reconnaître. Mais on est dans une chaîne qui va évidemment inclure le responsable de traitement jusqu'au salarié, évidemment, et puis peut-être aussi un destinataire. Ce qui va impacter en fait tous les contrats qu'on a dans l'entreprise et qu'il va falloir revoir, entre autres les CGU, les CGV. Oui, il n'est plus envisageable de traiter des données entre différentes sociétés sans évoquer les engagements réciproques de chacun. Et donc ces engagements devront être tout à fait détaillés, peut-être même pour donnée par donnée si nécessaire, en tout cas des engagements qui font que les travaux qui sont entrepris sont conformes aux obligations du règlement. Voilà, donc cette étape 3, mine de rien, elle a une importance capitale Ça sera beaucoup de rédaction, beaucoup d'écriture, beaucoup de réflexion aussi en amont pour aller dans le bon sens, pour ne pas rendre les choses trop lourdes, mais indispensable. Pour passer à la phase 4, qui est celle de la sécurité des données qu'on a déjà abordée. Donc là, un audit de sécurité s'impose dans l'entreprise pour pouvoir vraiment valider un certain nombre de mesures et de procédures adaptées à garantir
cette sécurité parce que, tu l'as dit tout à l'heure, Fabienne, la notification en cas de violation de données est vraiment très impactante pour l'entreprise. Oui, parce que lorsqu'on a une violation de données, c'est déjà un peu compliqué. Là, maintenant, on aura 72 heures pour informer son autorité de contrôle, et c'est avec l'autorité de contrôle que sera décidé le fait d'informer chaque personne dans les données où on fait l'objet d'une violation ou pas. Et donc, on part dans un processus lourd qui, en plus, se solde par une sanction. Donc, on va très, très loin là-dessus. Et il est très important de placer la sécurité en tête, en bonne ligne, en tout cas, dans tous ces projets. Pour exemple, à Mabi, ça fait un audit de sécurité et c'est bien de temps en temps de revenir à cet audit de sécurité pour vérifier que ce que l'on fait est cohérent, voilà, est correct et aussi là, en plus, conforme aux obligations légales. Et cet audit de sécurité, il impacte à la fois les locaux, les aspects humains en termes de, on en parlait tout à l'heure, du simple mot de passe ou de la gestion d'envoi d'emails, et puis bien sûr, il impacte aussi les développeurs par rapport au développement d'applications, parce qu'aujourd'hui, les failles de sécurité, on le voit, ne sont pas toujours dues à des failles d'infrastructure, mais plutôt à des failles de développement, parce que voilà, lorsqu'on développe, on n'imagine pas tous les failles. Et reste tout à fait cohérent, on l'a dit tout à l'heure, on veut, à travers ce règlement, que la personne concernée se réapproprie ces données. Ça veut dire qu'en fond, cette personne va prêter ces données à une entreprise. Lorsqu'on prête quelque chose à quelqu'un, on veut le récupérer en bon état. Et on ne veut pas que ça parte n'importe où. Et donc, il est important que l'entreprise prenne le plus grand soin à traiter et à sécuriser les données qui lui sont confiées. Alors, rédiger un code de conduite, ça c'est la charte. Alors autrefois, on avait la charte informatique qui décrivait un petit peu tout ce qui se passait dans l'entreprise et le mieux possible, en tout cas, une charte de bonne volonté. Là, le code de conduite, on va presque aussi le découper. On aura des codes de conduite par rapport à la sécurité, on aura des codes de conduite par rapport à la collecte des données, on aura des codes de conduite aussi par rapport à l'évolution des traitements. On aura des codes de conduite par rapport aux mentions d'informations que l'on veut communiquer aux personnes. La façon de mettre à jour aussi toutes ces informations que l'on met sur un site internet, telles que des mentions légales, des mentions vie privée, des mentions cookies. Tout ça va se faire à travers des codes de conduite qui vont permettre de travailler de façon beaucoup plus harmonieuse avec des vraies références et pas juste des petits bruits de couloir comme ça où on dit qu'on va faire ci, on va faire ça. Là, on le fait vraiment. Tout ça pour mieux protéger les données. Alors, la dernière étape, la 5e et dernière étape, c'est l'implémentation, donc avec la mise en place de nouveaux processus, puisque tout ce qu'on vient d'évoquer va conduire à de nouveaux processus pour gérer, bien sûr, la durée de conservation, l'oubli, l'effacement, la portabilité de la donnée qu'on a évoqué tout à l'heure, le consentement préalable au traitement, la traçabilité de toutes les demandes de réclamation notamment, toutes ces choses-là. Donc là, ça a des impacts directs sur les bases de données, sur la structure de l'information. Et puis, donc, toutes ces nouvelles procédures de protection et de sécurité des données qui vont devoir être, qui vont impacter donc l'organisation d'entreprise et ses systèmes d'information. Et puis, une procédure, et non des moindres, c'est la gestion des réclamations et des plaintes. Qu'il sera indispensable de tracer, donc procédure, comment est-ce qu'on fait pour tracer une plainte, comment est-ce qu'on fait pour tracer une réclamation, comment est-ce qu'on fait aussi tout simplement pour tracer une faille de sécurité. Et voilà, qu'est-ce qu'on a constaté, qu'est-ce qu'on fait. Alors, la 5e étape étant terminée, on va montrer maintenant une roadmap parce qu'on a dit 15 mois et on a mis en place ici sur un calendrier d'avril à juillet. Vous voyez, il est important que vous puissiez mener au moins deux étapes, que sont la sensibilisation du personnel, sa formation, et puis l'inventaire et l'audit des traitements avec tout ce que ça impacte. Pour qu'en deuxième phase de juillet à novembre, vous ayez validé les aspects de responsabilité, donc tous les contrats, toutes les évolutions de contrats et les aspects sécurité de données, et qu'en fin de novembre à mai 2018, on puisse implémenter les nouveaux process, les nouvelles données dans les bases. Alors, ce sont des durées moyennes qu'on a mis ici. Bien sûr, ça va dépendre un petit peu de tout à chacun en fonction de ce qu'il a déjà fait au sein de l'entreprise
l'entreprise. Pour ceux qui n'ont pas de CIL, qui n'ont pas de registre, le travail sera peut-être pas forcément plus compliqué parce que il faut faire un inventaire et à partir d'un certain nombre, une méthodologie correcte, on a les moyens de traiter cet inventaire de façon tout à fait simple, mais même si ça peut prendre un peu de temps parce que, mine de rien, et c'est pour ça qu'il faut démarrer le plus tôt possible, Fabienne. Il est urgent de s'y mettre. Il faut savoir qu'à partir de mai 2018, tout organisme qui ne serait pas conforme est susceptible de subir des sanctions absolument énormes, puisque les sanctions sont équivalentes dans tous les États, rappelons-le, 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial, c'est absolument gigantesque. Donc les plus pénalisés, évidemment, ça va être les petites entreprises. En même temps, les petites entreprises, si elles sont pénalisées, mais si elles font preuve de bonne volonté et qu'elles s'attachent à construire les éléments qu'on leur demande de construire, comme par exemple le registre, faire un audit de traitement, vérifier ses responsabilités, vérifier sa sécurité, on est déjà en très bonne voie et ensuite le reste suit. Bien évidemment, un point qui doit être traité de façon prioritaire, mais tous les points sont prioritaires, c'est l'exercice des droits des personnes, informer les personnes de leurs droits lorsqu'on collecte leurs données, et ensuite leur donner les moyens d'exercer leurs droits. Ça aussi, c'est un point très important. En fait, tous les points sont très importants, mais à un moment donné, il faut commencer par le premier et dérouler. Et c'est la raison pour laquelle ce webinaire a lieu aujourd'hui. C'est alerte, attention, c'est dans 15 mois, il y a beaucoup de travail. Voilà. Alors, on va conclure rapidement avec les ressources et puis présenter en 2 mots Amalis parce qu'un certain nombre d'entre vous ne nous connaissent pas. Et puis, on passera à la session des questions-réponses parce que j'ai vu qu'il y a déjà au moins 5 questions qui nous attendent. Donc, le guide PIA, vous retrouverez cette ressource en téléchargement sur le site de la CNIL, le texte, bien sûr, du RGPD et puis une note sur tout ce qui est de la gestion des mots de passe. Alors, qui est Amalis? Nous sommes spécialisés dans le data management avec une approche globale. Et cette approche globale, elle se fait selon 2 dimensions. Donc, elle est 2 dimensions qui sont chacune sur 3 points. Donc, c'est une dimension transversale dans l'entreprise puisqu'on s'occupe à la fois des aspects organisationnels, humains et technologiques. Enfin, on a une vision sur l'ensemble parce que les 3 vont de pair pour pouvoir organiser une entreprise. On a besoin de travailler sur des process, sur le savoir-faire, le savoir-être dans l'entreprise, et puis bien sûr, on apporte les solutions technologiques. Et puis, des aspects métiers, parce qu'on est très spécialisé sur tout ce qui est marketing commercial, bien c'est à l'origine, les systèmes d'information, et puis aujourd'hui, de plus en plus, l'aspect réglementaire que l'on traite avec toi d'ailleurs, Fabienne, puisque dans notre métier, on est conseil, éditeur, intégrateur, et la dimension diagnostic, audit est capitale. Hein, on l'a vu tout au long de ce processus et cette méthode, on passe par de l'analyse préalable, on passe par de la définition préalable, et ça c'est sur la partie qualité de données par exemple, hein, conseil, audit et diagnostic. Et pour les aspects CIL, enfin les aspects réglementaires, tout ce qui se fait sur la CNIL et le RGPD, on travaille avec Fabienne Kranowski aujourd'hui, qui est d'ailleurs notre CIL. Alors, je termine rapidement sur Amalis. Donc, prestations correctives et préventives sur les aspects de qualité de données, bien sûr avec des solutions logicielles et bien sûr du service. Et puis, on a une deuxième business unit qui fait des référentiels clients uniques, du CRM et de la BI, la business intelligence. Tout ça en SaaS avec de l'analyse descriptive, prédictive de parcours client. Et d'ailleurs, ce sera l'objet du prochain webinaire le 25 avril. Je vais y revenir. Bien sûr, on intervient sur tout secteur d'activité, hein, grandes et petites et moyennes entreprises avec différents types de solutions parce que tout le monde est concerné par la qualité de la data et l'exploitation de cette data pour pouvoir tirer de l'information, des décisions et des actions. Prochain webinaire, je vous l'ai dit, le 25 avril avec du marketing prédictif. C'est l'arbre de vie pour comprendre le réachat et pouvoir anticiper le réachat des consommateurs. Vous pouvez retrouver tous ces webinaires sur la chaîne Amalis de Webikeo, Amalis Data Management. Vous aurez le lien donc dans le diaporama. Alors Fabienne, on va pouvoir ouvrir la séance de questions-réponses. Je vois qu'on a beaucoup de questions. Bravo, c'est bien. Je suis ravie de voir que ce sujet vous intéresse. Il y a de quoi.
Donc on va attaquer, je te Voilà. laisse. Alors il y avait une première choisir. question, je suis remonté un petit peu en arrière, et donc il y avait une question de Florian qui demandait pourquoi est-ce qu'on utilisait le terme d'annonceur, qui n'était pas présent dans le RGPD. Donc on a pris le terme d'annonceur aussi par rapport à l'aspect responsable de traitement. On est ici dans une société qui fait principalement du marketing, donc l'annonceur c'est vraiment notre interlocuteur. En réalité, un annonceur est forcément un responsable de traitement. Et donc, dans le RGPD, on retrouve cette définition du responsable de traitement sur laquelle on peut se calquer pour l'annonceur. On a rarement un annonceur sous-traitant, ou alors c'est dans un deuxième métier qui le fait. Voilà. Ensuite, on avait une question de Raphaël qui nous demandait si j'ajoute un traitement, comment est-ce que je demande. Alors, je ne voudrais pas me tromper parce que les questions sont enchaînées là. Comment est-ce que je dois demander le consentement? C'est ça, Raphaël? Est-ce que je dois demander le consentement? Alors, si on reprend cette question, on a un traitement. Et premier cas, on modifie ce traitement, on le change ce traitement. On le change de façon fondamentale ou pas, et peut-être est-ce qu'à l'occasion de ce changement, on va collecter de nouvelles données. Si on collecte de nouvelles données, on est bien d'accord que c'est un nouveau traitement, et il faut qu'il y ait consentement de la personne à traiter ces données. Sachez que sur les notions de consentement, il y a cette notion d'intérêt légitime du responsable de traitement. Si la collecte de ces données correspond à un intérêt légitime du responsable de traitement, le consentement n'est pas forcément indispensable. Cependant, il sera indispensable d'informer la personne sur le fait que vous collectez de nouvelles données. Il sera aussi indispensable de mettre à jour votre registre de traitement sur ces nouvelles données connectées, sur ce peut-être nouveau traitement. Il sera indispensable aussi d'envisager de nouvelles PIA, c'est-à-dire analyse d'impact, pour vérifier qu'il n'y a pas de risque pour la personne, etc. Donc on repart dans l'ensemble du processus. Sachez qu'on a l'habitude de dire que tout traitement modifié est un nouveau traitement. Toute nouvelle donnée collectée donne lieu à un nouveau traitement. Et donc, mise à jour du registre et de tout ce qui va avec. Alors là, parce que tu as introduit la notion de nouvelles données collectées, mais si on ne collecte pas de nouvelles données et qu'on fait un nouveau traitement, par exemple de data mining, après, le consentement, il aura été demandé, donc pas de façon super précise. Après, voilà, il y a une façon de rédiger finalement la demande de consentement. La façon de rédiger est extrêmement importante et la façon de définir un nouveau traitement est extrêmement importante également. On peut penser quand on fait un nouveau traitement qu'on fait appel à de nouvelles données, mais c'est effectivement pas forcément utile, auquel cas c'est pas vraiment un nouveau traitement, c'est un traitement un petit peu plus sophistiqué. Alors, je précise, Florian avait répondu à Raphaël en disant déclaration CNIL en fonction du traitement puis demande de consentement. Alors, il n'y a plus de déclaration CNIL, hein. On peut le dire, c'est le registre qui fait aujourd'hui office de déclaration et qui est opposable à l'organisme de contrôle que va devenir la CNIL. En fait, elle est déjà un organisme de contrôle, mais on ne va plus l'appeler CNIL. Elle devient organisme de contrôle et donc elle est en mesure de pouvoir vérifier lors d'un audit, grâce au registre, si ce que vous dites et ce que vous faites est bien... Le cœur du système, c'est le registre. C'est voilà. pour ça qu'il faut commencer par là. Voilà. Alors, la durée de conservation, ça c'est Olivia qui nous demande, la durée de conservation des données changera-t-elle? Qui doit réaliser l'audit de sécurité? Alors, il y a deux questions. Il y a deux questions. La durée de conservation, elle est associée à la donnée, elle doit être annoncée lorsque l'on collecte la donnée. Mais il faut bien comprendre que dans la vie, en fait, il y a des durées de conservation qui vont changer en fonction de la donnée et en fonction de la finalité. Par exemple, sur des garanties décennales, on va garder 10 ans, alors que sur des problématiques fiscales, on va garder parfois 5 ans, parfois 3 ans, etc. Et donc, en fait, on associe à une donnée une durée de conservation qui elle-même est liée au traitement qui est fait. Il n'y a pas de durée de conservation objective. Aujourd'hui, on a une durée de conservation sur le prospect et sur le client qui est de l'ordre de 3 ans, si l'on fait référence à la norme simplifiée 48 NS, la CNIL. Alors, j'ai une question de Christine à laquelle on ne va peut-être pas pouvoir répondre complètement parce que c'est quelle forme doit avoir le registre et quelles infos précises doit-il y avoir? Alors, c'est très simple, Christine. Vous allez sur le lien que vous a donné Thierry en fin de présentation et vous allez directement dans le règlement à l'article 30. Dans l'article 30, vous aurez toutes les informations que doit comporter le registre. Avec un peu de chance, vous êtes peut-être là.
je ne vais peut-être pas vous les reprendre parce que ce n'est pas si terrible que ça, mais le registre ne comporte finalement que des choses tout à fait logiques, c'est-à-dire que principalement ce sont d'abord les noms des personnes qui vont intervenir, c'est-à-dire les coordonnées du responsable de traitement, les responsables des services opérationnels, la liste des sous-traitants, les catégories de données traitées, les données susceptibles de soulever des risques, les données relatives à la santé ou infraction si c'est le cas de données sensibles, ensuite les finalités, et ensuite où sont hébergées ces données. Voilà, c'est à peu près ça le registre. Et ce n'est pas quelque chose d'épouvantable. En fait, c'est un grand A4 avec un certain nombre de colonnes et de lignes qu'il faut compléter. Merci Fabienne. Alors j'espère Christine, ça vous donne quand même pas mal d'éléments. J'ai une excellente question de Caroline qui demande si le RGPD, alors ça c'est très très bien parce que on ne l'a pas abordé et merci Caroline, est-ce que le RGPD est valable en B2B? Alors, le B2B, c'est un petit peu complexe parce qu'on y va, on n'y va pas et on en revient et tout dépend de ce que l'on veut faire avec. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, derrière une donnée à caractère personnel B2B du genre adresse email B2B, qui n'est pas un contact @ ou info @ mais un prénom et un nom avec un nom de société, il y a une personne. Et à ce titre-là, on est sous l'effet du règlement. Il n'y a aucun souci. Maintenant, on est complètement en contradiction puisque lorsque l'on s'intéresse par exemple au BODAC, on a des tas d'informations au CABIS, des formations, raisons sociales, etc., nom du dirigeant. Et là, on n'est plus évidemment sous l'effet du règlement puisqu'on ne va pas demander l'autorisation de la personne pour saisir ces informations dans un CABIS. Donc, oui, le règlement concerne le B2B. Non, le règlement ne concerne pas tout le B2B. Je suis désolée pour ma réponse, mais je ne peux pas faire plus que ça. D'ailleurs, Olivier pose une question qui est, j'ai une entreprise de moins de 10 personnes et j'ai un média digital sur lequel il collecte de l'information manifestement B2B. Suis-je concerné? Alors, de toute façon, si vous avez un média digital sur lequel vous collectez de l'information B2B, vous avez nécessairement de la donnée qui est personnelle sur cette donnée B2B. Donc, vous êtes concerné au sens des mentions d'information, au sens des registres de traitement, au sens de la sécurité. Et cette espèce de liste à la Prévert qu'on vous a adressée là, simplement, ce sera peut-être un petit peu moins profond que si vous traitiez du cookie de façon massive sur des sites très visités. Alors, on peut d'ailleurs dire que, par exemple, un plombier ou quelqu'un dans le bâtiment qui a des clients et qui les facture ne va pas forcément être concerné, parce que s'il est artisan plombier ou autre, il n'est pas forcément concerné par le RGPD. Il n'est pas forcément concerné. Maintenant, s'il s'amuse à faire de l'emailing sur ses clients et qu'il ne désinscrit pas ses clients quand il demande à être désinscrit, il peut être concerné par les sanctions. Voilà. Donc, non, cette précision est importante. Alors, j'ai une bonne question de Charles qui dit, en tant qu'intermédiaire, comment pouvons-nous savoir si nos partenaires sont en règle? Alors, en tant qu'intermédiaire, pour savoir si vos partenaires sont en règle, bon, d'abord, vous leur posez la question. Et ensuite, s'ils ne sont pas en règle, ce n'est pas vraiment votre problème. Soyez en règle vous-même, dans un premier temps. Rédigez des contrats dans lesquels les engagements réciproques existent. Et si vous sentez que les engagements réciproques bloquent un peu, c'est qu'ils ne sont pas en règle. À ce moment-là, changez de trottoir. Ce n'est pas la peine d'aller vous frotter à des gens qui travaillent mal. Alors Sylvia nous demande, je suis responsable d'un service consommateur, j'utilise un CRM et donc travaille pour une marque d'électroménager en Italie. Est-ce qu'elle est concernée? Directement concernée. Voilà. Directement concerné. C'est venu, c'était très fort. Hein. Nous sommes en Italie. Les Italiens qui vont acheter à cette marque, même les Français éventuellement qui vont acheter à cette marque, ou quels que soient les Européens qui vont acheter là-bas, sont directement concernés par ce règlement qui est traduit en italien, qui est exactement le même en Italie, en Allemagne, en France, en Belgique. Enfin, c'est le même règlement. Bon, Olivia nous remercie et nous pose du coup une deuxième question. Qui devra réaliser l'audit? Je pense que c'est l'audit c'est l'audit alors quel audit? Alors en fait, en audit, vous avez principalement 2 audits à faire, l'audit de traitement, l'audit de sécurité. Vous pouvez aussi envisager un audit des process.
Bon, il est certain qu'il faut faire appel à quelqu'un à l'extérieur suivant la taille de l'entreprise, ou alors c'est la DSI qui peut s'y coller et il n'y a pas de grande difficulté. À partir du moment où vous avez les templates que vous devez compléter, vous y allez, vous écrivez vos choses, vous cherchez l'information, vous tenez à jour et ça va. Mais c'est beaucoup de travail, c'est vrai. Charles nous pose cette question. Nous traitons, alors le chat se remet à jour, bien sûr, au moment où j'étais en train de regarder la question. Nous traitons des données sur la durée de vie civile et financière sur plusieurs générations. Comment devons-nous les traiter? Ça, je pense, c'est par rapport à la durée de conservation notamment Je ne comprends pas l'intérêt de Charles, ces informations. Est-ce qu'il les... Je suppose que s'il les garde sur plusieurs générations, c'est qu'il a l'autorisation des personnes pour les garder sur plusieurs générations. S'il a l'autorisation des personnes, ça veut dire qu'il a leur consentement. Eh bien, il va tracer ce consentement et il va faire en sorte que les gens puissent lui retirer ce consentement à tout moment et ça devrait pouvoir fonctionner, à condition évidemment de bien enregistrer tout ce qu'il fait, c'est-à-dire d'avoir un registre parfaitement à jour et un droit d'accès facile. Alors, Caroline nous pose une question intéressante. Quid de nos partenaires américains comme Google, Amazon? Alors en fait, dès lors que vous travaillez avec les États-Unis, dès lors que les États-Unis sont vos partenaires, cela signifie que vous allez échanger des données avec les États-Unis. L'échange de données avec les États-Unis, on est bien d'accord qu'on est hors Union européenne. Par conséquent, on entre dans la rubrique transfert de données hors Union européenne. Pour cela, la CNIL a rédigé ce qu'on appelle des BCR ou des CCT, Clause Contractual Type, qui vont vous permettre d'échanger des données avec ces sociétés-là. Oui, alors Charles précise par rapport à la question à laquelle on vient de répondre là juste avant, que les partenaires sont les banques, compagnies d'assurance, experts comptables, prestataires informatiques. C'était par rapport à la question sur les plusieurs générations pour les données caractère financier, je suppose que c'était. Oui, je suppose que s'il conserve ces données, il a une légitimité à le faire. Et la légitimité à le faire, elle ne va pas changer. Ce qui va changer, c'est l'information de la personne autour de cette légitimité et la possibilité pour cette personne de retirer ce consentement, si tant est que ce consentement peut être libre. S'il s'agit d'un organisme public qui fait ça pour une vertu publique, eh bien cette même vertu restera et rien ne pourra changer pour le consommateur. Alors j'ai une autre question là ici, c'est de Laurie. Comment peut-on anonymiser des données de géolocalisation? Par un cryptage tout simplement irréversible. Cryptage irréversible, donc c'est la même méthode que pour toutes les autres données finalement, c'est le cryptage. Oui, absolument, il faut arriver à supprimer la partie de la donnée de géolocalisation qui permet d'identifier la personne en la cryptant. Alors Virginie nous pose une question intéressante, c'est quel impact sur les données du personnel? Alors, les données du personnel, par le passé, étaient gérées au niveau de la CNIL par des formalités préalables tout à fait précises. Ces données du personnel vont rester gérées exactement de la même façon. Est-ce qu'elles entrent au registre ou pas? C'est un point qui n'a pas été pour l'instant tellement traité de façon concrète de cette façon-là dans les usages qui vont être faits du règlement, parce que ces aspects du règlement n'ont pas été traités par la CNIL aujourd'hui, mais on peut penser que les choses ne devront absolument pas changer. La difficulté qu'on peut avoir sur les données du personnel, c'est lorsqu'on a des transferts hors Union européenne. Donc je mettrai en garde de bien se mettre en conformité par rapport aux obligations autour des transferts, qui encore une fois sont très claires sur le site de la CNIL, qui sont des échanges de documents contractuels entre les sociétés émettrices et réceptrices. Sylvia nous demande si ces sous-traitants ou prestataires de moins de 50 salariés sont concernés. Oui. Alors, oui et non, c'est-à-dire oui si c'est vraiment prestataire et sous-traitant de moins de 50 salariés qui ne font rien que des tout petits volumes de données pour des choses tout à fait anodines, et oui si ces prestataires ou sous-traitants font des traitements de grande envergure sur la population. Oui, c'est vraiment le volume de données qui va impacter ou pas, est-ce que je suis dans le RGPD ou non, c'est vraiment le volume de données. Absolument, et la sensibilité des données traitées également. Et puis aussi, si ces données traitées concernent par exemple des institutions publiques, effectivement, c'est aussi le règlement.
Typiquement, Amadis aujourd'hui fait moins de 50 salariés en France et nous sommes spécialisés dans le traitement des données, donc on est complètement concerné par ce Le RGPD. cannabis traite des volumes de données tellement importants que de toute façon, les 50 salariés, ça n'a pas d'importance. Oui, ou même les 250, enfin peu importe. Ça n'a pas d'importance. Alors, j'avais une autre question, bien sûr, qui s'est rafraîchie. Frédéric, il faut donc obtenir au départ l'ensemble des consentements de nos clients. Nous avons une base de clients d'environ 10 ans. Par quel moyen? Mail, courrier? Alors voilà une question qui est très, très, très intéressante. La problématique du consentement. On l'a vu tout à l'heure. On a le droit. Alors, il y a deux types de consentement en France, hein, ne l'oubliez pas. Il y a le consentement à recevoir une sollicitation commerciale. Celui-ci, pour l'instant, il n'est pas traité dans le règlement. Ça fait l'objet de la LCEN, c'est l'opt-in, l'opt-out, et ça ne change pas pour l'instant, ça n'est pas changé. Le nouveau consentement, celui du règlement, c'est celui qui autorise à traiter vos données. Nouveau consentement, entre guillemets, puisqu'il existait dans la loi informatique et liberté. Ce consentement, il faut l'obtenir dans un certain nombre de cas, mais il peut être aussi obtenu de façon sous-jacente par intérêt légitime du responsable de traitement. À vous de justifier votre intérêt légitime du responsable de traitement, en particulier à travers vos analyses d'impact, à travers le respect que vous aurez de la donnée sur une minimisation de la donnée, par exemple, à travers des mesures de sécurité très importantes et très régulièrement revues pour assurer qu'il n'y ait pas de faille, etc., etc. Donc il ne faut pas se focaliser outrageusement sur ce consentement. Sachez que vos mentions d'information qui aujourd'hui étaient réduites, on va dire grossièrement à 5 lignes à peu près pour informer la personne du traitement de la donnée, vont passer plutôt à 5 à 4. Vous allez raconter votre vie pour dire aux gens que vous traitez leurs données et elles pourront s'opposer au consentement si elles le souhaitent. Mais ça n'est pas aussi fort que l'on peut le croire. Le consentement, par contre, sera extrêmement fort sur les données sensibles. On ne peut pas traiter de données sensibles sans que la personne ait fait une croix à l'endroit où elle va dire « oui, je suis d'accord pour qu'on traite mes données, aussi sensibles soient-elles, telles que des condamnations, telles que des problèmes de santé ou autres. » Alors, je vais quand même reformuler la question de Béatrice qui rejoint la demande de consentement, parce que c'est si nous demandons le consentement de nos clients et qu'ils ne répondent pas, est-ce qu'on considère qu'on n'a plus le droit d'utiliser leurs données? Bien, normalement, en France, qui ne dit rien consent, c'est quelque chose, je pense qu'on en est vraiment à la fin de tout cela. C'est fini, ça ne va plus exister. Quand vous parlez d'utilisation de données, ça veut dire que vous les avez collectées. Vous êtes tenu d'informer au moment de la collecte et pas une fois que vous utilisez. Si vous utilisez pour écrire, vous êtes sous le coup de la LCEN et là, il vous faut un consentement préalable pour utiliser avec une LCEN. Sachant que ce consentement préalable, il est soit parce que vous avez fait la collecte vous-même et vous avez eu le consentement au moment de la collecte, ou alors dans le cas d'une collecte indirecte parce que c'est une donnée héritée d'un partenaire commercial sur lequel vous avez ce qu'on appelle un opt-in partenaire. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas comme avant, sauf que vous serez très vigilant sur les liens des inscriptions et le droit d'opposition de la personne. Alors effectivement, mais Béatrice disait, oui, mais j'avais des datas avant, il faut que j'écrive maintenant à tous ces gens-là pour leur dire non. Voilà. Non. Donc c'est plus sur les nouveaux, nouveaux traitements et sur une information beaucoup plus élargie qui par contre, elle, sera complètement rétroactive. Alors, donc, y a-t-il une nouvelle réglementation concernant la matière dont on récolte le consentement, en B2B notamment? Ça, c'est Edwige qui nous pose cette question. La nouvelle réglementation, c'est le RGPD sur le consentement, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de nouvelle réglementation pour le B2B actuellement. Voilà. J'ai lu que les données de géolocalisation seules, sans référence à une personne, étaient en elles-mêmes des données personnelles, car nous avons la possibilité de déduire le domicile, lieu de travail, etc. Non, alors il ne faut pas aller trop loin là-dessus, puisque la donnée de localisation, vous le savez peut-être, ça fait partie de tout ce qu'on appelle open data, c'est de la donnée publique. Ce n'est pas parce que vous avez une géolocalisation sans référence à une personne que vous savez que c'est la personne qui est localisée à cet endroit-là. Voilà. Alors c'est le croisement peut-être de plusieurs points de géolocalisation qui pourraient permettre une identification, mais isolément, voilà, s'il n'y a pas le traitement de croisement, on ne peut pas identifier la personne. Absolument. Ça, c'était une question de l'OVI. Par exemple, une localisation attachée à une adresse IP, oui, c'est une donnée personnelle. Une localisation du type XY, non, ça n'est pas une donnée à caractère personnel. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une personne derrière.
Alors, Il faudrait avoir un horaire, des tas de choses qui permettent de retrouver la personne. Voilà. Donc c'est vraiment le croisement de l'information de différentes datas en fait qui vont permettre de sortir une information, puisque l'information finalement n'est que l'expression, le sens qu'on donne à plusieurs datas qui sont brutes au départ. Si la finalité de votre géolocalisation c'est de faire une identification indirecte d'une personne, bien sûr que c'est une donnée à caractère personnel. Si votre géolocalisation c'est pour faire une moyenne de passage, de trafic à un endroit précis, bien sûr que non, ça n'est pas une donnée à caractère personnel. Alors Charles nous pose une question sur le fait d'être accompagné pour l'aider dans la démarche d'une application basée sur les expertises métiers qui traitent de leurs différentes datas. Alors voilà, je retrouve sur le choix des prestataires technologiques labellisés par la CNIL, coffre fort numérique, cryptage, data center, etc. Alors en France, vous avez donc sur le site de la CNIL ce qu'on appelle les sociétés qui sont labellisées. Aujourd'hui, toute société qui est labellisée sur la gouvernance des données peut vous offrir un service très très complet qui vous rapproche complètement d'une formalisation règlement européen. Voilà. Le fait de mettre à jour des données suite à un passage dans un DMS, donc je pense qu'un DMS c'est l'outil de facturation dans les concessions automobiles, par exemple, vaut-il accord du consommateur, je suppose? Ça c'est Frédéric qui nous pose cette question. Le fait de mettre à jour des données suite à un passage dans un DMS, ça doit être... Oui, je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Ouais. Oui. Ouais. Mettre à jour des données. Alors une mise à jour de données, on est bien d'accord que c'est un traitement. Dès lors qu'on traite des données, il faut informer la personne. Ça ne vaut pas accord, non, il faut informer la personne. Le consentement a été initialement donné. Dans le consentement, si vous précisez que ces données vont être mises à jour dans telle et telle condition, vous pouvez continuer à les mettre à jour. Si ce consentement n'a pas été précisément décrit et précisé, il n'y a pas de raison de le faire. On est bien dans le cadre effectivement d'une automobile. Le DMS, c'est bien le système de facturation qu'on retrouve dans les concessions automobiles. Donc c'est pour éviter, pour étudier les passages de véhicules en concession. Voilà. Alors l'acceptation des CGV vaut-elle consentement? Surtout pas. Surtout pas. Et même si elles ont été mises à jour. Un consentement ne peut pas être dilué dans une condition générale de vente. C'est pas possible. Un consentement, ça fait l'objet d'une ligne bien particulière avec une prise de conscience du lecteur du sujet. C'est-à-dire que des CGV, vous acceptez des conditions générales pour tout. C'est ce qu'on passe son temps à faire lorsqu'on télécharge des applications et on a des surprises ensuite, mais on ne peut rien faire parce que ou on refuse l'application ou on accepte les conditions générales d'utilisation. L'idée de l'Europe, c'est que ce genre de choses s'arrête. Que ce soit dissocié, voilà. Clairement dissocié. Alors, soyons clairs, c'est un vœu pieux. Hein, c'est un vœu pieux. Le règlement, il dit que ça doit être dissocié. Tant que vous faites pas, vous n'êtes pas pris en faux là-dessus, ça passera, mais il faut changer cette façon de faire. Frédéric nous pose une question. Alors, c'est une question date de naissance, mise à jour mail, mise à jour portable, mais de façon orale. C'est-à-dire que, attendez, ça fait référence peut-être à une autre question. Le fait de mettre à jour des données, ah oui, c'est quand par exemple, j'ai compris, quand je passe à la concession pour une révision sur ma voiture, est-ce que je vais demander la date de naissance, je vais demander la mise à jour du mail, je vais valider un certain nombre d'informations, est-ce que ça vaut consentement pour l'utilisation derrière? Alors il a tout à fait raison de poser cette question. Ces points-là ne sont pas rentrés en détail, puisque là on pense dans la question de Frédéric Joly, qu'en fait, il se dit qu'en donnant son portable, il va recevoir des SMS, en donnant son mail, il va recevoir des emails. En fait, dans la mesure où on applique encore la loi informatique et liberté là-dessus et que le nouveau règlement ne précise rien, aujourd'hui, dès lors que vous êtes client quelque part, vous êtes susceptible de recevoir des sollicitations par email sans opt-in, avec l'obligation pour l'émetteur de l'email de vous mettre un lien de désinscription. Alors, s'il n'y a pas de lien de désinscription, il est en faute. Même chose pour le SMS, ceci n'a pas changé. L'information est orale, je suis tout à fait d'accord, et là, on a un grand trou, une énorme faille, mais on n'a pas de réponse à travers le règlement là-dessus. Alors, je crois que j'ai loupé une question, parce que Raphaël nous a dit « Ok, mais que fait-on pour l'historique ?» Non, ça je pense qu'on a répondu, c'était par rapport à l'historique pour les gens.
pour les gens, je remonte dans le chat qui quand même est assez fourni. Je pense qu'on a à peu près tout traité. Que fait-on pour l'historique, ça, Raphaël? C'était par rapport à ce qu'on avait comme data aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense Alors voilà, ça c'est un très bon sujet. Hein. Quand on va faire cet inventaire de traitement, on va s'apercevoir qu'en fait, on a des tas de choses qu'on ne connaissait pas dans l'entreprise et qu'on va découvrir. Eh bien, dans un premier temps, on va les inventorier, on va faire la liste, on va bien dresser tout ça. Et puis ensuite, on va faire une mesure d'impact là-dessus. On va s'apercevoir que ça, on n'en a pas besoin, ça vraiment pas, ça non. Et au fur et à mesure, on va nettoyer un petit peu les choses. On va enlever tout ce qui ne devrait plus être là pour le mettre ailleurs, parce qu'on n'aime pas effacer et faire disparaître. Alors on va le mettre ailleurs, ça veut dire qu'on va l'anonymiser, le stocker sur des disques durs par exemple, sur des clouds externes, et le conserver pour finalement certainement le détruire dans 10 ans. Il est certain que l'audit de traitement va être un grand révélateur de sujets qui dorment et qui ne sont pas traités. Il est très important aussi, lorsqu'on fait ce travail, de le faire en collaboration avec l'ensemble des personnes de l'entreprise, parce que chacun a développé sur son petit coin de table des traitements, des petites applis, on découvre même dans des grosses sociétés des usages de services en ligne complètement inconnus de la direction générale, où des données partent et reviennent et sont enrichies, etc. Tout ça doit être dans un registre parfaitement transparent pour tout le monde et accessible aux autorités de contrôle. C'est très important de se mettre en conformité, sachant qu'on a toujours le bâton avec ces sanctions qui sont terribles. J'avais une question de Florian, je crois qu'il nous a quittés, mais qui demandait si durée de conservation des logs. Et voilà, j'étais remonté dans le chat et c'est reparti. Durée de conservation des logs. Alors les logs, on va les conserver, on va les conserver le temps légal nécessaire à leur utilisation et ensuite on va les détruire. On a l'obligation, lorsque l'on recueille un consentement, de garder une trace de ce consentement. Donc on va effectivement conserver des logs, mais un certain temps seulement. Si un consentement est obtenu pour 3 ans, on va garder les logs 3 ans et ensuite on va les détruire. Ou les anonymiser, parce que parfois on n'aime pas les détruire. Voilà, je pense qu'on a répondu à la majeure partie des questions. J'en ai peut-être loupé quelques-unes parce que là, le chat est vraiment devenu très dense. Je vous en remercie d'ailleurs de votre participation. Alors, moi, je voudrais conclure en vous disant des choses quand même qui peuvent vous aider, parce que tout ça, c'est un peu anxiogène. En fait, il faut que vous preniez l'habitude d'aller sur le site de la CNIL. Essayez de vous obliger à y aller peut-être une fois par 15 jours. Inscrivez-vous aussi à la lettre de la CNIL. Obligez-vous à y aller, à prendre l'habitude de comprendre comment les choses sont rangées, comment c'est organisé. Vous avez là une mine d'informations qui vont vous aider au quotidien, qui vont dédramatiser des sujets un peu compliqués pour vous a priori, et vous verrez que c'est pas si compliqué le traitement des données. Thierry est quelqu'un de normal, moi aussi, et on y arrive parfaitement. Voilà. Voilà. Alors juste, je ne sais pas s'il y avait toujours parmi nous, mais je pense qu'on a répondu en grande partie à sa question. Existe-t-il des modèles de type de registre? L'audit de sécurité doit être fait. Voilà. Modèles. Oui, alors côté audit de sécurité, non, il n'existe pas de modèle. On a sur le site de la CNIL un guide de sécurité qui date de 2012, mais c'est quand même déjà une très bonne base de départ. Et on a aussi des délibérations sur les mots de passe qui est aussi excellente et qui date, elle, de 2016. Voilà, donc lui demander si le RGPD, qu'il appelle GDPR en anglais, préconisait des choses par rapport à la sécurité. En fait, non. Il ne préconise rien. Il préconise de faire un audit et de ne pas avoir de failles de sécurité. Et il dit, par contre, si vous avez des failles, voilà comment ça se passe. Là, on prend peur. Là, c'est le bâton. Voilà, donc en fait, il n'impose pas les moyens, mais il demande juste la finalité. Il impose la finalité. Donc voilà. Quand je parlais d'historique, c'est les clients déjà en base, doit-on redemander le consentement de nouvelles formules? Ah oui, je pense qu'on a déjà traité cette réponse, Raphaël, là sur l'historique des gens qu'on avait déjà en base. Est-ce qu'il faut leur redemander le consentement? On les a déjà en base, ils ont déjà donné un consentement, donc on est content d'avoir ce consentement, on le conserve et on fait toujours en sorte que la personne soit informée qu'elle peut à tout moment retirer son consentement. Et quand on a fait ça, on a fait le travail. Alors Sylvia dit merci, il n'y a plus qu'à. Effectivement, sur ces bonnes paroles, si vous n'avez plus de questions, merci en tout cas de votre... merci, c'est un soulagement. Donc oui, parce que
Raphaël nous parlait de profilage aussi, et c'est vrai que le profilage, c'est vraiment quelque chose de très sensible. Alors, le profilage, oui, c'est extrêmement sensible, parce qu'il n'y a pas de profilage sans consentement au profilage. Le consentement, c'est une petite croix dans un carré. Alors, il y a une façon de tourner les phrases pour que la personne le donne, son profilage, son consentement. Et puis ensuite, il y a une façon de faire du profilage pour ne pas déranger la personne, hein. On peut profiler sur de l'anonyme et on peut profiter véritablement sur de la personne. Voilà, merci à tous et à toutes. Merci Fabienne. C'était, je pense, un séminaire, un webinaire très très enrichissant. Voilà, donc il n'y a plus qu'à, comme disait tout à l'heure Sylvie, je crois, ou peu importe. Et donc je vous donne rendez-vous le 25 avril pour un autre sujet sur le traitement de la data. Donc l'arbre de vie, le cycle de réachat pour mieux anticiper. Et je pense que Fabienne, nous aurons l'occasion de nous retrouver en 2017, avant l'échéance fatidique sur ce sujet, pour de nouvelles aventures sur le RGPD. Voilà, merci de votre écoute et à très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir et merci.